on a eu un petit clash. Il y a eu un petit clash par un certain youtubeur, comment il s'appelle déjà? Mais voilà, par un gentil monsieur avec sa barbe. Bon, alors. Non, mais en gros, moi j'avoue, moi je suis l'homme le plus heureux du monde de voir ça. Je suis très heureux. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir, hier j'étais à un anniversaire. Je check vite fait mon téléphone et je vois Antoine Goya a enregistré une de vos vidéos. Et c'était la vidéo avec Mr. Fox sur le doublage. Où on parlait un petit peu du fait que être cinéphile et parler de doublage, etc. C'est un peu un non-dit, tout ça. Et on parlait de tout ça dans le game cinéphile, tout ça. Par rapport aussi aux craintes qu'aurait pu avoir Mr. Fox. Mr. Fox, je pense qu'on peut dire qu'il est cinéphile, et voilà. Et globalement, bon bah... Nous, on a parlé de ça, on avait des commentaires qui disaient des trucs, qui disaient pitié Antoine Goya, réacte à ça, des trucs du genre. Il se trouve qu'apparemment, plus tard, il est tombé sur ce TikTok. Par hasard, je ne sais comment, tout ça, enfin voilà, il y a toujours des gens qui tombent sur les TikTok comme ça. Et tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Après, Antoine a raison sur plein de choses que Mr. Fox a pu dire, il a pas toujours été pertinent. Bah, moi, c'est un peu mon avis aussi, c'est de se dire, bon, il y a quelques petits arguments un peu fallacieux, mais après, on va voir. Moi, j'ai vu la vidéo avant, je sais à peu près quoi y répondre. Mais voyons voir déjà. Tomber sur le TikTok de gens qui regardent leurs films en VF. Je suis choqué. Ah bah oui, moi je suis choqué tous les Je jours. vous partage ça. Ah. Au moment où je suis devenu cinéphile, mais pour autant je me suis un peu pris la tête avec d'autres cinéphiles parce qu'il y a un statu quo, on ne peut pas être cinéphile et regarder des films en VF. C'est vrai, on ne peut Ah c'est dommage. Bon bah merde alors. Bon bah c'est vrai. Non, en gros, c'est quand même, oui, effectivement le status quo dans la communauté cinéphile particulièrement... sur internet, etc., sur les réseaux, c'est de se dire, bon bah on ne peut pas être cinéphile et regarder ces films en VF. Ça, moi je suis d'accord avec ce status quo là, enfin avec le fait que le status quo existe quand même, avec le fait que le status quo puisse exister. Maintenant, est-ce que moi je suis d'accord avec ça? Bah non, moi je trouve qu'on peut être cinéphile et regarder des films en VF, regarder des films, bah après c'est une différence quand même peut-être de seuil, de se dire, bon, si tu regardes tout en VF et que tu commences à juger des jeux d'acteurs, etc., ça peut être compliqué. Mais bah, par exemple, il y a quand même beaucoup de gens qui sont analphabètes. Et puis c'est aussi... Enfin, analphabètes, dyslexiques, qui ont du mal à regarder les sous-titres. Est-ce que eux, on les exclut de la communauté cinéphile? Moi, ça me paraît pas être le bon move. Il y a aussi des gens qui sont tout simplement plus habitués au doublage français. Et voilà. Et globalement, est-ce que du coup on les exclut de toute la cinéphilie? Moi je suis pas d'accord avec ça. Moi j'ai une définition de la cinéphilie qui est quand même assez large, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une curiosité pour regarder des films. Si la curiosité l'amène à regarder des films dans certains contextes, et je trouve que justement le contexte de le regarder par exemple en VF, ça peut être tout à fait probant, en fait, tout à fait cool, parce que bah, en fait si tu regardes ça en VF, tu vas avoir... c'est généralement regarder des films en VO, c'est plus exigeant, c'est-à-dire que c'est des moments où en fait on va avoir envie de se poser, de se dire bon je vais regarder comme ça, pourquoi pas. Et du coup après tu vas regarder, mais par contre il y a des moments où bah, moi je rentre, je suis fatigué, je me dis bon qu'est-ce que je regarde et tout, j'ai pas envie, j'ai la flemme de lire, peut y avoir ça, j'ai beaucoup lu dans la journée, j'ai la flemme de lire, j'ai la flemme de continuer à lire des sous-titres, etc. Donc je vais me dire bon bah je vais regarder ce film là en VF, parce que bah voilà, la VF existe, je me renseigne un petit peu, je me dis est-ce qu'elle est bien faite, tout ça. Typiquement par exemple Christine, que j'ai regardé récemment sur Shadows, bah je l'ai regardé en VF, je l'ai regardé comme ça en VF, pas de soucis, pas de problème, et bah la VF était plutôt de bonne qualité, j'ai pas non plus noté de trucs. Et le truc c'est que, globalement, c'est quand même un truc où tu vas regarder ça tu vas regarder ça en VF, ça veut dire quand même que tu as vraiment envie de regarder un film, mais que pragmatiquement c'est compliqué, parce qu'il y a aussi ce côté-là, c'est que qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont cinéphiles, mais qui pragmatiquement n'ont pas beaucoup de temps pour regarder des films, parce qu'ils ont une vie de famille, parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils ont des soucis de temps en fait, tout simplement, ils ont des trucs qui en fait les empêchent de regarder des films pleinement concentrés, ils sortent du taf, ils regardent des films et ils se disent oh je suis fatigué et j'ai pas envie de regarder ce film là en sous-titré, etc. parce que c'est une condition où tu te dis bon je vais pas envie de regarder des films de bah, typiquement aussi il y a un rapport au temps, il y a un rapport aussi de se dire j'ai pas envie de regarder ce film là de 3 heures, c'est trop compliqué, là j'ai pas le temps, ce week-end je pars en vacances, tout ça, mais j'ai quand même vraiment envie de le regarder. Et donc ça pour moi c'est un aspect de la curiosité qui est intéressant, c'est à dire que tu as très envie de regarder un film et tu vas vouloir le regarder, mais
dans des conditions que tu juges acceptables. C'est-à-dire que tu vas peut-être le regarder en plusieurs fois, si c'est des films qui sont adaptés au fait d'être regardés en plusieurs fois. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Tu vas peut-être le regarder un peu dans les transports en commun, alors dans des bonnes conditions, dans des conditions matériellement intéressantes, etc. Et voilà. Mais moi, du coup, je vais vous lire aussi un petit peu. Oui, il faut que je... Là, oui, t'inquiète, Mao Bixlong, j'y pense. Je trouve parfois que la VF est plus cinéphile car tu te concentres plus sur l'image que sur lire le texte et que le cinéma c'est avant tout communiqué par l'image et le cadre. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi je suis pas d'accord avec les gens qui disent je ne lis plus les sous-titres, ils sont juste là, etc. Je trouve que par exemple quand t'as quelqu'un qui te parle et que tu es concentré sur ses yeux tout du long et que tu ne lâches pas ses yeux, c'est ultra impactant, c'est beaucoup plus impactant que quand tu détournes un petit peu pour regarder les sous-titres en dessous, quoi. C'est même dans une conversation normale, ça ne se passe pas. Et du coup, comment tu fais par rapport à ça? C'est-à-dire que tu regardes constamment les yeux, tu regardes constamment ça a pas de sens en fait. Et pour moi, c'est pour ça que la VF, quand elle est bien faite, parce qu'il faut quand même qu'elle soit bien faite, qu'elle soit bien dirigée, je vois pas de souci avec le fait de regarder en VF finalement. Moi, d'un point de vue personnel, je regarde 90% de mes films, même peut-être plus en VO, quand je regarde des films étrangers, puisque je regarde beaucoup quand même des films français, tout simplement parce que je suis sur Paris et que sur Paris en fait les cinémas sont en VO principalement quoi, donc voilà. Et on n'est pas égaux dans la rapidité de lecture en effet, mais même j'ai envie de dire dans le côté rapidité de lecture, c'est à dire que même si tu regardes une demi-seconde un sous-titre, sachant que la moyenne de lecture d'un sous-titre c'est 2 secondes les gens, c'est 2 secondes, c'est quand même un truc qui a été codifié, tout ça, c'est 2 secondes. Et donc si tu regardes un film sur YouTube pendant un film comme ça, et que tu passes genre juste une demi-seconde, c'est quand même une demi-seconde, hein. C'est pas rien une demi-seconde, hein, vraiment. C'est-à-dire que pour juger pleinement d'un film, par exemple, si tu veux juger d'un paramètre comme le jeu d'acteur, la VO reste indispensable. Tout à fait, ça me paraît logique. Bien sûr. Mais rien n'empêche de découvrir des films en VF. Je respecte les gens qui regardent en VF, reste que n'importe quelle langue d'origine va pas être retranscrite parfaitement dans sa VF. Bien sûr. Ça reste un domaine intéressant et si ça peut inciter des gens à voir des films, tant mieux. Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec toi, Kaji. Mais globalement, en fait, il y a ce côté-là où, pour moi, il n'y a pas une expérience qui est parfaite pour regarder un film. C'est-à-dire que si vous regardez chez vous, c'est pas la même chose que de regarder au cinéma, que d'aller se déplacer pour aller le voir au cinéma. Et je trouve que l'expérience idéale pour aller voir un film, c'est d'aller le voir au cinéma, sans y connaître grand-chose, et voilà. Et maintenant, il y a des gens qui, pragmatiquement, ne peuvent pas totalement regarder dans ces conditions-là. C'est pas très grave, pourquoi pas. Donc voilà. Et je trouve que par contre effectivement si tu vas vouloir juger, enfin si t'as regardé Gravity dans le métro sur ton téléphone, tu vas pas avoir le même avis que quelqu'un qui l'a regardé, enfin tu vas potentiellement pas avoir le même avis et les mêmes manières de défendre cet avis que quelqu'un qui l'a regardé à sa sortie en 3D ou même en 4DX, tout ça, parce que c'est ça aussi, c'est que il y a une multiplicité aujourd'hui des manières d'expérimenter le cinéma et de voir des films au cinéma. Donc c'est pour ça que moi, ce que je vois, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils voient le cinéma d'une certaine manière, ils voient le cinéma comme ça, et voilà quoi. Et c'est pas si grave que ça, c'est juste qu'après, on parle pas du même film. Moi, ça par contre, je suis d'accord. Le fait que les gens disent un film en VF n'est pas tout à fait le même film qu'un film en VO, ça, je suis d'accord, bien sûr. Après, si t'as regardé Gravity dans l'espace, bien sûr. bien sûr. Thomas Saucichère, bien sûr. C'est mythe validiste de ne pas comprendre que c'est compliqué pour certains de regarder les films en VO. Après, moi je trouve l'argument validiste, c'est un peu une carte joker utilisée par certains. La vérité, moi je n'ai aucun mal à regarder des films en VO, hein. J'en regarde principalement en VO, hein, je vous l'ai dit. Maintenant, c'est juste que parfois j'aime bien regarder en VF parce que j'aime bien le mood film VF, j'aime bien l'ambiance et le cachet que ça peut mettre. Sur Christine, par exemple, j'aime bien l'ambiance que ça mettait parce que je suis beaucoup moins habitué à l'ambiance des années 80, des films ricains du genre. Et du coup, je l'ai regardé comme ça et puis c'était pas grave quoi. Tu peux pas comprendre Apocalypse Now si tu l'as pas vu en pleine guerre du Vietnam, bien sûr. Non mais il y a des films comme ça, si tu l'as pas vu recontextualisé, si t'as pas vu, je sais pas, Naissance d'une nation recontextualisé, dans son contexte de l'époque et de comment il est sorti, tout ça, tu vas être choc-barre, tu vas te dire mais c'est quoi ce film? Genre voilà, il y a une question de contexte aussi quoi. Après Antoine tient volontairement cette posture car il sait que ça fait réagir et derrière il faut penser que de toute façon, il n'y a pas que les films américains et t'as pas des tonnes de VF pour les films japonais, coréens et indiens. De toute façon, pour prendre l'exemple d'une langue que je connais, le japonais, il y a des expressions et des phrases qu'il faut comprendre dans le contexte du japonais, impossible à retranscrire en français et vice versa. Bien sûr, et c'est pour ça que il y a ce côté aussi où pour moi c'est un débat entre VF et sous-titrage, c'est-à-dire que le sous-titre aussi c'est une adaptation. Le sous-titre aussi on ne voit
pas tout. On ne comprend pas tout le sens du texte, tout le sens des mots, tout le sens du travail du scénariste qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment des trucs très différents là-dessus. Et ça, là-dessus, en fait, c'est deux manières différentes de voir des films, quoi, globalement. Hein. C'est ça le truc, hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Même au-delà de l'attention, d'ailleurs, le sous-titre, ça change la direction de ton regard, tu perds ça avec la VO. C'est sans doute pas grave pour la plupart des films, mais c'est pas anecdotique, comme changer la voix ne l'est pas, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hot take, mais naissance d'une nation, même dans le contexte de l'époque. Oui, mais bien sûr, la vidéo de cinéma politique est très très bonne là-dessus, quoi. T'as même de la nostalgie de la VF parce que découvert comme cela, ah oui, bah, normal ça. Après, ça c'est une différence d'éducation aussi, hein, bien sûr, et c'est un truc même peut-être qu'il faut déconstruire à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, c'est pas anecdotique de rajouter des sous-titres et je trouve que c'est plus trahir la vision du réalisateur que de rajouter des bandeaux blancs en dessous qui vont faire des flashbangs, etc. Et je trouve, enfin moi, un exemple que je prends souvent, c'est par exemple Gaspard Noé sur Enter the Void. Sur Enter the Void, il a tenu à ce qu'il y ait des... Parce que c'est un film qui du coup a été tourné en anglais, il a tenu à ce qu'il y ait des doublages en français. Pourquoi? Parce que bah... vu que c'est un film en POV, en first person view, tout ça, si tu tiens à ce que les personnes soient focalisées sur le regard et là où ça regarde, etc., et que tu rajoutes des sous-titres qui sont en dessous de l'écran, bah ça va ruiner ton immersion et comment tu rentres la chose, quoi. Comment tu regardes la chose. Donc globalement, bah, ça peut trahir les intentions du réalisateur que de rajouter des sous-titres. Donc il a tenu à ce qu'il y ait du doublage qui soit créé. Je sais même plus s'il les a dirigés, tout ça, mais voilà. Et on peut citer également des exemples de réalisateurs qui dirigeaient eux-mêmes leur propre doublage. Typiquement, Sergio Leone, bah, les films du néo-réalisme italien, les films italiens étaient beaucoup doublés. Même dans la version originale. Donc je vois pas trop quelle différence il y a. Si c'est Sergio Leone qui dirige à la fois le doublage, le film dans la version originale, et en même temps qui dirige les doublages français aussi, et en même temps qui dirige les doublages américains, enfin les doublages en anglais, et en même temps qui dirige un peu toutes les versions finalement. Comment est-ce que tu réagis là-dessus, quoi? Je sais que Régé a aussi cette posture pour la VO, mais lui c'est différent, il voudrait que l'Europe soit un pays, ce que tu voudrais... Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc bon... T'as aussi un mouvement rebelle du niveau cinéma qui va se discerner en regardant des films en VOST comme les grands. Bah oui, bah oui, bah oui. L'argument des anti-VF est souvent, c'est pas exactement comme l'original, égal c'est de la merde, on peut dire la même chose des sous-titres, c'est pas une traduction littérale. Bah oui, c'est ça le truc, c'est-à-dire que, pour moi, c'est un travail d'adaptation, le tout en fait. Et typiquement, voilà, Tarantino qui parle aussi des films pan-indiens, qui sont tournés en plusieurs langues, c'est quoi la VO en fait? C'est quoi la version originale finalement? Le tamoul, l'hindi, le telugu, c'est quoi tout ça? Après... Ça, voilà, on prend des petits exemples qui sont à part. Ça, c'est quand même un truc et c'est pas non plus la majorité. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un truc qui est aussi à régler au cas par cas. Et c'est un truc où tu vas regarder un petit peu, te dire, ok, est-ce que ce film-là, je vais le regarder en VF, en VO? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est machin, tout ça, tout ça? C'est pas non plus... Enfin, moi, je sais que par exemple, The Legend of Oshi, que j'étais allé voir au cinéma, en sorte d'avant-première un petit peu comme ça. Et le film se lance, c'est en VF. Je me dis, oh merde, je suis pas habitué à ça dans les cinémas parisiens parce que vraiment dans les cinémas parisiens, j'avais fait ces études-là quand je faisais mon mémoire, c'est que globalement, dans les cinémas de province, donc de région, tout en dehors de Paris, c'est 80-20, c'est-à-dire que t'as 80% des films qui sont diffusés en VF et 20% des films qui sont diffusés en VO. À Paris, c'est l'inverse, c'est 20-80, c'est-à-dire que c'est 20% des films qui sont diffusés en VF et 80% des films qui sont diffusés en VO. Donc c'est un truc où moi je suis très habitué finalement à avoir de la VO au cinéma. J'ai vu, je crois, depuis que je suis sur Paris, 5 séances en VF, un truc du genre. J'ai vu quoi? J'ai vu Doctor Strange 2, Mario, Vaiana, The Legend of Oshi. Je sais plus, peut-être un autre. Donc voilà quoi. Après cinéphile regarde de toute manière ces films en VO sans sous-titres et lit à la limite le synopsis. Bah bien sûr. Moi aussi 100% VO ici. Bah surtout voilà quand on est sur Paris, c'est voilà quoi. Donc là c'est à la théorie des 80-20. La loi de Pareto, c'est ça. Perso je mate la plupart des films en VO, mais j'avoue que les films d'horreur 70-80 en VF sont mes péchés mignons, bah bien sûr. Et même je me souviens, enfin des gens de Narnarland par exemple qui disaient mais il faut impérativement les regarder en VO, en VF. Faut impérativement les regarder en VF parce que bah ça rajoute du cachet de fou et puis voilà quoi. Vrai cinéphile apprend la langue des films qu'il regarde.
c'est une possibilité aussi, hein, en fait, c'est même de lire le texte, de le retraduire, etc., à son sens pour comprendre les sonorités et tout ça. Ça peut être aussi une possibilité. C'est pour ça qu'il y a des remakes qui existent. Donc voilà, quoi. Après, il y a aussi ce côté où c'est... comment dire putain, pardon, j'ai un mail. Mais il y a aussi ce côté où c'est pour ça qu'il y a un mix entre le doublage et le sous-titre, peut-être pour avoir une vraie version entre guillemets où tu comprends tout et toutes les nuances qu'il peut y avoir. Donc bon. Pas être cinéphile et regarder des films en VF, parce que si on aime le cinéma, on aime le film tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été voulu, tel qu'il a été fait par son auteur, autrement dit par le réalisateur. Bah, alors ça par contre moi je suis pas d'accord. Parce que moi je suis pas dans cette théorie de le réalisateur est le seul auteur de son œuvre. Moi je suis pas d'accord avec ça, je sais que voilà c'est Bazin qui a théorisé tout ça, bon. Ok, la politique des auteurs, etc. Moi je suis pas d'accord avec ça, je trouve que le cinéma c'est un art collectif, et c'est peut-être la grande différence qu'il peut y avoir quand tu parles de VF et de VO, tout ça, c'est que pour moi, un film ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut se le réapproprier. Je suis sur internet, donc je suis dans la culture du remix constant. Et du coup, pour moi, il n'y a aucun souci avec le fait de se dire, bon, quelqu'un va se réapproprier un film de son côté, va se dire, bon, je vais le reprendre un peu à ma sauce pour le montrer à un autre public, un autre type de public, et pour qu'il puisse comprendre comment moi j'ai vu le film, parce que c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que les gens là-dessus sont en fait tout simplement en train comment dire, les gens derrière les VF sont tout simplement ont vu le film plusieurs fois, et se sont dit, ok, moi j'ai compris ça du film, et c'est mon interprétation. Donc après, tu peux te dire qu'il y a un petit côté où ça va avoir des interprétations, tout ça pourquoi pas. Mais après, pour moi, c'est aussi des gens qui sont bien plus experts du film que nous-mêmes, hein. Généralement, le doublage, c'est pas non plus fait par-dessus entre midi et deux, et voilà quoi. Le réalisateur filme le film dans la langue qu'il parle ou celle des types qui produisent le film. Je pense qu'il n'y a aucune dimension artistique dans la langue de 99% des films, bien sûr. Et moi d'ailleurs, j'ai un point là-dessus. C'est-à-dire que le réalisateur filme le film dans la langue du public qu'il essaye de viser. C'est-à-dire que globalement, quand c'est par exemple un réalisateur américain et qu'il vise un public américain, généralement, parce tu vises d'abord les tiens, entre guillemets, tu vas tourner ton film en anglais, ça c'est évident. Mais du coup, si t'as envie que ça soit un film qui soit visionné dans la langue des gens qui le parlent, du coup tu vas le regarder en VF, parce qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, c'est pour ça que moi je trouve que c'est facile un peu de retourner la chose et de se dire, en fait, c'est pas figé, c'est-à-dire que les gens ne réfléchissent pas non plus constamment la langue que tu peux avoir dans des films. Et ça là-dessus, t'as plein de gens qui réfléchissent avec d'autres exemples, qui se disent, pourquoi pas, typiquement des Inglourious Basterds, des Babel, des films du genre, qui effectivement, c'est dur à adapter. Et même les films où, dans le lore, il y a ce truc où, par exemple, des Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux, il y a une partie du plot qui tourne autour du fait que le personnage principal apprend le français et va en France. Et du coup, en VF, c'est adapté par, il apprend l'espagnol, il va en France, mais il se comprend pas parce que les gens, ils parlent un vieux français, etc. C'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Alors qu'en vrai, les Américains, ils visent le public chinois. Déjà, déjà, c'est vrai, ça. C'est vrai. Mais voilà. Il passe son temps à diriger les acteurs, à faire refaire les prises parce que l'intonation elle est pas bonne, et toi tu dis non, on salope tout, on coupe la bande son et on met des gens qui gesticulent, regardez. Là moi je suis mort de rire. Là les émissions sur Allociné qui s'appelle Voix de ouf là. Alors ça j'ai rigolé parce que vous voyez la bande rythmo qui est là, c'est moi qui l'ai faite. Donc bon. Quoi, avec le mec là comme ça qui gesticule, qui fait des caisses et tout. Après, il fait aussi des caisses, Joaquin Phoenix. Moi, c'est pour ça que je trouve que l'exemple est mauvais. C'est que Joaquin Phoenix, évidemment, qui fait des caisses aussi. Et puis même, justement, c'est un travail vocal. Donc, en fait, moi, pour avoir vu du coup des tonnes et des tonnes de comédiens défiler dans cette émission Voix Ouf, je peux vous dire qu'il y a des gens, en fait, ils arrivent, ils sont en fait en mode très droit, très carré, et ils crient. Et vraiment, il crie. Et je me souviens, c'était Adrien Antoine qui était venu. Et où il était très droit sur lui.
et où il faisait trembler les murs. C'est vraiment, je n'ai jamais vu ça. Il faisait vraiment trembler les murs. Et à côté, t'avais des comédiens qui gesticulaient de partout, mais qui étaient très dans des nuances, etc. C'est quand même, il y a une différence, tu vois. Il y a une différence entre tout ça. Et moi, c'est pour ça que pour moi, ça a pas de sens. Enfin, il y a des gens qui... Globalement, en fait, on ne voit pas, en fait, de base, ça. On ne voit pas les gens qui gesticulent, tout ça. On peut le ressentir, peut-être, de se dire... typiquement, enfin, quand je parlais tout à l'heure d'Astérix, je trouve qu'on ressent le fait qu'il soit derrière des micros, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, quoi. Goya n'aime sûrement pas le jeu des comédiens de Blockbuster, il s'étonne de pas aimer le jeu de la VF. Bah oui, bien sûr, enfin, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, moi, je sais qu'il y a des comédiens, ils m'ont parlé... notamment, je crois que c'était la voix française, putain, Alain Dorval, la voix française de Stallone, qu'il repose en paix, qui avait parlé notamment de Zabriskie Point. Bon bah, il joue pas dans Zabriskie Point comme il joue dans Expendables. Ça c'est certain. Tu t'adaptes aussi au type de film dans lequel tu es, tout comme Joaquin Phoenix s'adapte au type de film dans lequel il est. Quand il joue dans Eddington, là, le prochain Ari Aster, il jouera pas de la même manière que dans Joker. J'imagine, quand même. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, même ce truc, j'ai une autre take par rapport au doublage, c'est que pour moi, il faudrait pas lier les comédiens à des personnes, à des acteurs, et de se dire, bon bah, par exemple, Boris Rellinger, c'est pas la voix habituelle de Joaquin Phoenix nécessairement, mais c'est la voix habituelle de Jason Statham, par exemple, il me semble. Et du coup, bon bah, derrière, Jason Statham, selon les rôles, il peut autant être très Jason Statham qu'être à contre-courant. Et donc, comment tu t'adaptes à ça? Est-ce que, du coup, tu vas reprendre la même personne? Est-ce que, par exemple, Tom Cruise, dans Mission Impossible et dans Tonnerre sous les tropiques, dans Magnolia, dans d'autres productions, c'est le même Tom Cruise que dans Mission Impossible, quoi. Enfin, ça a pas de sens. Donc, pour moi, mais par contre, Tom Cruise dans Mission Impossible et dans Jack Reacher, bon, c'est le même. On peut se le dire. Et Tom Cruise dans Oblivion, c'est le même. C'est... Voilà. Petite anecdote, j'ai vu Inglourious Basterds en anglais, sous-titré en anglais, même l'italien et le français. Une de mes meilleures séances. Mais j'avais quasiment rien compris. Bah bien sûr. Bien sûr. Durandal en avait parlé d'exemple de ce film, l'une des très très rares fois où il a été pertinent. Bah, globalement, je pense que voilà, c'est quand même un exemple à part, hein, Inglourious Basterds. Hein. Bien sûr. Justement, il a la VF de Bruce Willis dans Magnolia. Oui, parce qu'à l'époque, c'était Patrick Poivet qui le doublait un peu partout. Donc c'est pour ça aussi. Donc voilà. Mais bref. Ça, tu gesticules, tu fais des caisses et tout, genre, on sent que c'est faux, on sent que le mec, en fait, ça va pas. En fait, on sent que, mais en fait, il surcompense, en fait, c'est juste extrêmement... Ah bah après, parce que, ça par contre, c'est une critique qui est possible, autour du doublage, c'est de dire, comment est-ce que tu... Comment dire ? Comment est-ce que tu... Enfin, c'est le jeu, il y a un jeu spécifique dans le doublage qui est légèrement du surjeu. Oui, pardon pour la moto, je suis désolé. Il y a quand même un truc où il y a un léger surjeu dans le doublage français, un léger truc qui fait que généralement on peut ne pas aimer le jeu du doublage français de manière générale. Ça veut pas dire qu'on va détester tous les doublages français, parce que tous les doublages français ne sont pas là comme ça, mais globalement on va peut-être ne pas aimer le jeu du doublage français. Ça peut exister. Oui, j'habite au-dessus des GP Explorer, pardon, ils sont en train de réviser. Mais globalement, tu peux ne pas aimer le jeu de manière générale du doublage français, c'est pas non plus un drame. Pourquoi pas. Et voilà quoi. Mais ça, c'est un truc entre vous, et voilà quoi. Mauvais, voilà. Et donc, bah, un non-cinéphile, voilà, il se dit, ah oui, c'est pas si mal. En fait, on te demande pas un truc qui est pas si mal, on te demande un truc qui est bon, en fait. On veut voir une œuvre. Ah bah ça, c'est entre vous et vous. Et moi, encore une fois, je suis en mode, mais les gens se réapproprient les doublages comme ils veulent. Et je trouve un bon exemple de ça, par exemple, c'est les préquels de Star Wars. Ils jouent comme des pieds en VO, mais en VF, ils essayent de rattraper le truc. Ils essayent un minimum de se dire, et après pareil, c'est des jeux, enfin c'est des manières de juger des jeux d'acteurs, et je trouve que le jeu d'acteur c'est dur enfin c'est un des aspects qui est dur à juger. Dire un plan est beau, c'est dur à savoir, c'est de se dire bon pourquoi pas, mais derrière dire que un jeu d'acteur est bon ou mauvais, c'est encore plus dur je trouve, hein, vraiment. Est-ce qu'ils sont souvent si bons les acteurs de base? Bah c'est ça. Et je trouve que justement, il y a un vrai truc, c'est que d'ailleurs, je trouve que quand un acteur, personnellement, ma vision des choses de l'acteur, c'est qu'un acteur est excellent quand il ne parle pas. Genre vraiment, quand il ne parle pas, que tout joue dans des regards. Alors évidemment, ça peut être aussi des
des moments de rage, des moments, mais ça peut être aussi des moments très subtils. Moi, je trouve que c'est Tarkovsky. Bon, Tarkovsky, je regarde jamais en VF, hein, les gens. Bah, il y a quand même ce truc où dans Tarkovsky, c'est beaucoup des regards, des moments lancinants, des moments, des petits mouvements, tout ça. Et je trouve que par exemple aussi, c'était quoi? C'était les feuilles mortes. Pareil, j'ai pas regardé en VF en plus, donc c'est les pires exemples à chaque fois. Mais je trouve par exemple dans les feuilles mortes, bah, comment ça joue, c'est vraiment très, très droit. Et après, je pense que pour le coup, une VF, ça pourrait se faire hein, là-dessus sur les feuilles mortes, parce que le jeu est tellement carré, très froid. C'est dur à jouer le fait d'être froid, mais c'est très froid. Ça pourrait se faire. Hein. Voilà quoi. Très bavard aussi Tarkovsky par moment, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve les moments d'acting, c'est des moments où ça dit rien quoi. Est-ce qu'un acteur suit bien les directions artistiques où les films sont faits avec les prises qui ont pu être faites? Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Artistique, telle qu'elle a été pensée par son auteur. On te demande pas. Encore une fois, moi là où je suis pas d'accord, c'est que je suis pas d'accord avec son auteur. Et je pense que c'est la base un peu de notre désaccord qu'on peut avoir avec Fox par rapport au Antoine Goya, aux gens du genre, tout ça. C'est ce côté, c'est quoi, enfin, est-ce que ça appartient à son propre auteur, est-ce que ça appartient à d'autres gens, enfin voilà quoi. Artistique, telle qu'elle a été pensée par son auteur. On te demande pas un truc où t'as fait du sampling, où t'as mis une autre voix par-dessus qui est complètement nulle en plus, pardon, mais... Bah pourquoi pas? Pourquoi pas finalement? Pourquoi pas faire du sampling? Pourquoi pas se réapproprier les œuvres? Enfin voilà quoi. Faut aussi dire qu'Antoine a un petit contentieux avec Mr. Fox, mais j'ai pas détaillé. Ah oui, oui, mais il en avait parlé quand il était venu, hein, t'inquiète, il en avait parlé. Enfin voilà quoi. Je suis désolé pour voir quelques-uns de mes films en VF parce que l'un des seuls cinémas en Guyane passe quasiment que de la VF. Quand t'as un film que tu veux vraiment voir, je suis obligé. Même si en général, j'attends qu'il sorte en VOD pour pas me taper la VF. Ah bah du coup, tu le vois pas au cinéma? Bah dis donc, tu privilégies quel aspect en fait? Parce que là, je trouve que il a un choix intéressant. Il a un choix intéressant. C'est-à-dire que il a ce choix de se dire est-ce que je le regarde en VF et donc je loupe un petit peu des trucs? Ou est-ce que je le regarde chez moi et donc je loupe aussi un petit peu des trucs quand même hein. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin c'est un choix, il a fait son choix. Moi j'aurais pas fait le même hein. J'aurais pas fait le même. Enfin moi je sais que quand j'étais à Marseille c'est majoritairement du coup de la VF qui passe. Je regardais les films au cinéma, j'avais aucun problème avec ça. Et voilà quoi. Est-ce qu'une chanson est toujours la même chanson quand on change de pianiste ou pire encore le chanteur? Bah c'est un remix. Bien sûr c'est un remix. Mais après, est-ce qu'un remix te permet de mieux apprécier la chanson? Peut-être. Peut-être. Moi, on parlait tout à l'heure de My Way, par exemple de Frank Sinatra. On parlait des chansons de Claude François qui sont majoritairement des chansons où il adapte en fait des chansons anglaises, américaines. On parlait aussi de... comment dire? Enfin de la chanson Night Call là de Kavinsky avec Angel. Bah moi je trouve Night Call c'est sympa, mais Night Call avec Angel c'est vraiment bien hein. C'est voilà. Medgary, The Man Who Sold the World, je préfère à Bowie. Bah bien sûr, et moi pareil, alors que y a quand même beaucoup de choses différentes hein. Enfin voilà quoi. Une cover ou une reprise plutôt qu'un remix, en l'occurrence l'équivalent ce serait un remake. Bien sûr, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que voilà, globalement, enfin, il y a aussi un truc, c'est que le doublage est quand même très très contraint par la VO, hein. C'est-à-dire que c'est pas full un remix. Un remix, ça serait genre de la censure. Ça, par contre, oui. C'est la censure, généralement, c'est des remixes de films où... et ça peut arriver hein, dans le milieu, bien sûr. Mais oui, je trouve qu'il y a un côté, le mythe de Thésée. C'est-à-dire se dire... Enfin, pour ceux qui connaissent pas, Thésée, donc, qui a son bateau, il remplace petit à petit les planches. Est-ce que c'est toujours le même bateau? Et s'il fait un bateau avec les planches qu'il a remplacées, est-ce que c'est le même bateau? Ça, c'est un débat. De se dire, est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que c'est toujours le même aspect, etc. Ça, c'est un truc, bien sûr. Donc bon. Est-ce qu'on loupe pas un peu tout le temps des trucs? Bah oui, c'est ça le truc, en fait. C'est que moi, je trouve que avec son regard qu'on peut avoir, on loupe tout le temps des choses. Comme là, j'ai sorti un TikTok aujourd'hui sur le cinéma est-il interactif? Est-il un art passif? Voilà. Et je trouve que selon le regard qu'on a, on peut ne pas voir les mêmes choses, parce qu'on peut se focaliser sur des aspects de l'image qui sont différents, sur des aspects des discours qui sont différents, sur des aspects du jeu d'acteurs qui sont différents, sur des aspects sonores qui sont différents. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc tu peux en fait voir le film différemment. Tu peux être dans la même salle, être genre au même endroit à des horaires différents, voilà, voir le film comme ça,
et te dire, bon, ben, voir un film différent. C'est ça le truc, en fait. C'est que, de toute manière, même si c'était exactement le même film, ça serait quand même différent. Je suis à Nantes où il y a 2 pâtés, dont un en full VO et l'autre presque full VF. Et je trouve cela tellement cool. Bah, moi, je suis pareil, je suis en mode, il faut laisser le choix aux gens. Il faut laisser le choix aux gens de regarder comme ils veulent. Et puis voilà, quoi. Il faut laisser le choix aux gens, 50-50, et puis voilà. Parce qu'il ne faudrait pas refuser de voir la plupart des films, sachant qu'on ne sait pas si la vision artistique de l'auteur a ou n'a pas été respectée lors du montage final. Bah, ouais, il y a aussi ça, quoi. Il y a aussi, mais par exemple, récemment, il y a Black Dog qui est sorti, que moi j'ai trouvé génial. Je suis sorti, j'ai trouvé putain génial, bravo, bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Et après, j'ai appris qu'en fait, il avait enlevé 1 heure du film. Parce qu'en fait, pour passer à Cannes, il fallait enlever 1 heure. Il se disait non, en fait, il est trop long, il faut enlever 1 heure du film. Il m'a dit, ah, du coup, c'est pas la version de l'auteur, en fait. Et moi, de toute manière, il y a aussi un côté, c'est que je trouve que il y a une citation d'un mec de DreamWorks, je crois, qui dit un film n'est jamais fini, mais à un moment, il doit sortir. C'est-à-dire que t'auras beau faire des reshoots, faire des trucs, parce que t'es pas tout à fait satisfait du plan, tu trouves ça pas parfait, pas comme t'avais en tête, etc. Un film n'est jamais comme tu l'as en tête, en fait. Et globalement, mais juste à un moment, il faut que tu le sortes, quoi. Faut que tu le sortes, faut que tu sois confronté aux avis. Et moi, je suis comment dire, je suis assez, comment dire, je suis assez rattaché au fait de se dire que tu peux tout à fait, comment le dire, tu peux tout à fait te dire, bon, je lâche, et il évoluera dans son côté, selon les avis des gens, tout ça. Et moi, je suis aussi attaché au fait que un film, moi, je trouverais ça bien. Et c'est déjà un truc qu'on voit avec des director's cut à retardement, notamment bah, pour Apocalypse Now, Blade Runner, des trucs du genre. Je trouve ça bien quand même qu'il y ait genre des... que le regard du réalisateur change à chaque fois un petit peu et que d'année en année, il ressorte le film mais différent. Enfin, c'est... Je trouve ça sympa, perso. Je trouve ça intéressant, en tout cas. Donc je me dis pourquoi pas. C'est affligeant, toutes les voix c'est les mêmes, les expressions sonnent juste faux, c'est affligeant. Bah ça après c'est le jeu du doublage, ça par contre moi je comprends, le fait que les gens n'aiment pas trop le jeu type doublage, ça je vois. Et d'une laideur incommensurable. Bref, vous n'aimez pas le cinéma, non, vous ne pouvez pas aimer le cinéma et aimer la VF. Si tu regardes des Bah moi j'aime la VF, après je regarde pas tout en VF encore une fois. Hein. films en VF, t'es pas vraiment cinéphile parce que tu regardes pas vraiment le film. C'était une réflexion que je m'étais fait récemment, mais game YouTube cinéma, il y a des gens qui sont partis, des gens qui sont rentrés, tout ça. On peut dire quand même que 3 des gros de ce milieu-là actuellement, ça serait Durandal, Gilles Gorilla, Antoine Goya. Bah, les 3 sont anti-VF. Pardon? Qu'est-ce que je fais avec les 2 autres là? Qu'est-ce que je fais avec Durandal, l'homme qui pleure devant Lucie, et Régis? Excuse-toi. Demande pardon. Jamais, alors, jamais je m'excuserai. Ça, il faut le savoir, jamais je ne m'excuserai. Je trouve par contre que c'est vraiment les 3 piliers du doublage. Les 3 piliers du doublage. Les 3 piliers du game cinéphile sur YouTube. Et cinéphile même sur internet, je trouve. C'est-à-dire, c'est vraiment Durandal, parce que c'est l'historique, vraiment le seul qui reste. Bon, les autres sont partis pour d'autres raisons, mais voilà. Le seul qui reste. Régel Gorilla, parce qu'il y a ce côté un peu nouvelle génération de Durandal, quoi. C'est-à-dire que Durandal, il continue de faire ses trucs, mais il est un peu plus à part, tout ça. Et c'est un peu la nouvelle génération de tout ça. Et c'est globalement, les gens, le game cinéphile, c'est beaucoup des comment dire, des gens qui sont vraiment à parler majoritairement des grosses sorties, et puis voilà, quoi. Oui, François Torel, il a encore du poids, mais après, il est moins actif et tout. Enfin, voilà. Après, je dis ça, mais il y a du Randall aussi. Mais en gros, et t'as aussi, du coup, Antoine Goya, qui pour le coup est un peu, parle de cinéma depuis un petit temps, hein, maintenant. Mais je trouve que c'est vraiment, c'est parler de cinéma autrement. Et moi, j'aime bien. Je me souviens, on en parlait, j'en parlais dans le chat de Potatoes il y a pas longtemps. C'est que je trouve qu'il y a ce côté où, non, mais c'est un pilier moderne. C'est un pilier moderne. C'est un pilier plus récent. Après, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos, hein, Régel Gorilla, hein. Vraiment. Mais, mais je trouve que il y a quand même ce côté où j'en parlais chez Potatoes, c'est que en gros, je trouve que il y a un truc où c'est il y a un équilibre à trouver, je pense, dans le essayer de faire découvrir des anciens films, des films même un peu comment dire, où c'est des choses à découvrir. Moi, j'essaye constamment d'essayer de faire découvrir des choses qui sont un peu plus pointues dans le milieu du cinéma. Et en même temps, il faut parler de Thunderbolts, il faut parler du dernier Marvel, il faut parler de Astérix, il faut parler de machin, enfin voilà. Donc comment tu fais?
Comment tu fais? Bon, bah, tu t'adaptes, tu te dis, bon, bah, je fais ça, je fais ci, enfin, voilà. Et du coup, je trouve qu'il y a un équilibre à trouver. Je sais pas si c'est 50-50, 70-30, 90-10, un truc du genre. Et Potatoes disait, enfin, typiquement, si j'ai envie de parler de Robert Bresson, bah, ça ne fera pas de vue. C'est juste ça. Je peux pas faire une émission entière consacrée, genre, 6 mois de ma vie à parler de Robert Bresson. Parce que ça fera pas de vues. Ça fera moins de vues que si je parlais de Alain Chabat, de Steven Spielberg ou des trucs du genre. Enfin voilà quoi. Il est connu pour bien des positions qu'il tient, mais est-ce que tu retiens des réflexions et des critiques intéressantes de lui? Jamais. Bah après, c'est sûr. Il y a ce côté-là. Par contre, il fait découvrir des films. Ça, on peut pas dire l'inverse. Enfin voilà quoi. Même durant. Après, Kaji était un peu... Attention. Mais voilà, mais moi je trouve qu'il fait quand même découvrir des films, Antoine Goya. Hein. Il est dans son coin, il fait découvrir des trucs, c'est très bien quoi. C'est très très bien. Quel film il fait découvrir? Bah les films de Godard par exemple. À une population qui ne connaît pas très bien Godard. Il y a ce côté-là. Enfin, Godard il en parle énormément. Goya oui, Régé jamais. Ah oui, non mais je parlais pas de Régé Le Gorilla. Régé Le Gorilla, je trouve il fait du YouTube classique. Où il parle de cinéma. Et voilà quoi, il parle de cinéma. Oui, pardon, je savais pas que tu parlais de Régé Le Gorilla. Non, mais Régé Le Gorilla, je trouve, il parle de cinéma juste de manière. Bon, bah ok, il parle des grosses sorties et puis basta quoi. Il parle pas de nouveaux films, il parle pas de films. Enfin, il parle de nouveaux films, mais il parle pas de films dont je n'entends pas parler ailleurs quoi, globalement. Ce que perso, j'essaye de faire, hein, enfin, parler ne serait-ce que. Même, je trouve que L'amour c'est surcoté, je sais même pas s'il en parle. Enfin, moi, c'est ça le truc, moi, c'est que je trouve par contre que ce qui est désastreux, c'est la plupart des personnalités publiques sur Internet qui parlent de cinéma, c'est qu'en fait, ils vont parler 95% de films ricains. Genre vraiment. Alors, il y a une sphère qui va parler de films japonais, par exemple, ça c'est possible. Et il y a une sphère qui va juste parler de films ricains, quoi. Globalement. Donc bon. Enfin voilà, quoi. Parle d'influenceurs alors bah non mais c'est des gens qui parlent de cinéma, c'est juste ça quoi. Donc bon, c'est des gens qui majoritairement parlent de cinéma, de séries aussi parce que voilà, enfin typiquement les Captain Popcorn par exemple. Donc voilà. Par exemple Requiem pour un massacre, ça il y a quasiment 30 ans, personne n'en parlait, et dû à la ressortie en DVD de ce film, ça l'a popularisé. Ou Soikuba, bah pour le coup, je sais que Bolshevik il avait sorti une vidéo dessus, ça l'a fait découvrir quoi. La demande sur le cinéma de niche est peut-être un peu plus faible sur YouTube puisqu'il n'y a jamais eu beaucoup d'offres. Ça ne cultive pas une audience et n'attire pas ceux qui ont des bases. Bah, c'est un peu peut-être ce qu'on essaye de faire avec nos TikTok. Hein. Enfin, je sais que c'est ça, hein, c'est de se dire bon bah essayer de faire découvrir un petit peu de nouveaux films, tout ça. Pourquoi pas quoi? Pourquoi pas? Donc bon, c'est juste voilà. Encore une fois, c'est un équilibre à trouver entre en parler full, en parler un peu dans son coin, parler de tout ça, bon voilà quoi. Suffit. Sois gentil. Non. Et je serai gentil avec toi. Mais je suis très gentil. Justement, alors du coup oui, pour revenir à la comparaison entre je le mets sur le même stade. Non, c'est juste que il défend sa lane, il défend son bout de gras, et c'est très bien. Et je trouve que justement, enfin c'est comme... Enfin, quand je dis... Par exemple, si je dis... Les trois grosses personnalités politiques actuellement, c'est Emmanuel Macron, Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Je dis pas que Jean-Luc Mélenchon, c'est Jordan Bardella. C'est voilà. Bon, je dis Bardella, mais ça pourrait être Le Pen, tout ça. Mais voilà, vous comprenez. C'est-à-dire que il y a ce truc où c'est trois blocs. Pour le coup, ça correspond assez bien avec la comparaison Durandal, Régel Gorilla, Antoine Goya, Marine Le Pen, non, Jordan Bardella, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Là, ça correspond à peu près, quoi. Peut-être. Pourquoi pas. Coup dur pour Pérou alors qu'il est Premier ministre. Bah oui, mais en même temps, tout le monde s'en branle. Qui est Le Pen dans le cinéma, Dirty Tommy. Non, mais aussi pareil, parce qu'en soi, évidemment, il y a des gens qui ont beaucoup de succès qui parlent de cinéma. Je pense au Le Club, Dirty Tommy, des trucs du genre. Mais j'ai parlé, là, on parlait des games YouTube avec Mr. Fox qui en connaît certains, tout ça. Enfin, voilà, quoi. Voilà, par la Cacabox, il y a personne qui recommande vraiment des films en conduite. Bah oui, c'est ça le truc. Et moi, c'est pour ça que je salue la Cacabox, hein, perso. Hein, pour dire ça.
Perso, j'ai jamais trouvé Goya très intéressant ou super pertinent dans la critique ciné. Je le trouve pas aussi pointu qu'on veut bien le dire. Pour moi, c'est tout l'inverse. C'est la critique télépoche, saupoudrée de cours magistraux de première année de fac de ciné. Il a tellement envie de mener le front de la critique ciné sur internet, mais c'est trop pauvre, désolé. C'est pas Philippe Azouri, il faut redescendre de 2 minutes. Bah, écoute, c'est ton avis. Maintenant, moi je trouve que quand même il y a un côté où effectivement tu peux, enfin il est beaucoup dans une, comment dire, dans un côté assez, ouais, assez professoral, hein. C'est un prof hein, à la base, Antoine Goya. Donc voilà, il a un côté très professoral où il va pas expliquer, il va juste dire ça c'est le beau, ça c'est machin, tout ça, bon bah voilà, il est dans son coin. Mais voilà. Mais c'est après, bon, moi je trouve qu'il a de la culture, ça par contre il faut pas le dénier, il a de la culture. Et je trouve qu'effectivement, comme dit Terragno, c'est que par rapport à ce qu'on trouve sur YouTube, bah il est fort quoi. Il est quand même très très fort, hein. Bien sûr. Mais après, moi, j'ai toujours des arguments pour discuter avec les gens qui voient le cinéma comme un art absolu qui doit être le moins touché. Je l'avais mal monté, putain, ce TikTok. J'ai toujours des arguments pour discuter avec les gens qui voient le cinéma comme un art absolu qui doit être le moins touché possible. Et à ces gens-là, faut leur rappeler que les sous-titres, c'est aussi un sacrifice. Ouais, les sous-titres, c'est un sacrifice. Arrête. Les sous-titres, c'est un sacrifice. Là, il y a un sous-titre sous ta vidéo. Je regarde le sous-titre en même temps que je regarde parler. C'est bon. Oui, mais en même temps, alors attendez, c'est pas une œuvre d'art ce que j'ai fait là, ce TikTok là. C'est pas du cinéma ce que j'ai fait. C'est une vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez regarder les sous-titres, avoir à peu près dans votre champ périphérique nos gueules. C'est pas grave. Mais par contre, bon bah effectivement, j'ai pas un jeu d'acteur rempli d'émotions, où je vous regarde droit dans les yeux et où il faudrait enlever les sous-titres pour se concentrer sur mes yeux et sur les émotions que je donne. Non, c'est pas le cas. C'est ça le truc. Donc bon, c'est... voilà. Il y a quand même ce truc où c'est... Goya est méchant. Non, ça va, en vrai, il est gentil. En vrai, il est gentil, hein, ça va. Pas du cinéma, le TikTok sur Minecraft. Pourtant, j'ai dit que j'ai pleuré devant. Hein. Ça, et ça, personne ne l'a dit. Donc voilà. Perso, je suis ton live en audio uniquement. Mais oui, mais il y a une majorité... Moi, je sais qu'il y a une majorité des TikTok que je regarde genre dans mon lit, comme ça, un peu fatigué, et où, genre, je regarde... J'ai à peine les yeux ouverts pour voir les sous-titres. Et voilà, quoi. Et d'ailleurs, il y a des TikTok où je les regarde sans le son. Genre vraiment, juste, j'ai les sous-titres activés, je regarde comme ça, et puis voilà, quoi. Donc bon. Antoine a cette posture depuis que j'étais avec lui sur le forum cinéma de JVC, il en joue beaucoup, putain. Oh, on a quelqu'un qui le connaît depuis longtemps. Enfin voilà quoi. Bien sûr, bien sûr. Les sous-titres sont là juste pour trigger l'algo, déjà, et puis même pour aussi... oui, déjà pour l'algo, et puis même je sais que c'est plus agréable pour les gens, enfin voilà quoi. J'ai pas sacrifié grand chose, hein. Voilà, on va oui, mais parce que c'est pas une œuvre d'art ce que je fais. C'est-à-dire que je pense que si tu ne regardes pas tous les détails dans ma caméra, le fait qu'il y ait mon lit superposé, des trucs du genre, c'est pas grave. Genre vraiment, tu n'as pas sacrifié beaucoup du discours, parce que ça, c'est du discours. C'est-à-dire que ça pourrait être un fond noir avec juste l'audio, que ça serait plus ou moins la même chose qui est dit. Il se trouve que pour des questions d'algorithme, pour des questions de ça présente mieux, bah il vaut mieux mettre des gueules en fait de gens, parce que tu vas peut-être un peu te focaliser dessus, etc. Pourquoi pas. Mais ça, bon ben, tu ne loupes pas beaucoup du discours et de de ce qui est dit s'il y a juste genre l'audio et que t'écoutes ça. Encore une fois, parce que bah il y a des gens qui ici sont là et qui majoritairement sur Twitch d'ailleurs les gens regardent sans avoir la vidéo. Donc ça voilà. Après c'est parce que TikTok fait pas encore des télés adaptées au format IMO. C'est sûr. Donc bon, oui, de toute façon c'est aussi le côté format vertical. C'est-à-dire que le format vertical, malgré tout ce que certains peuvent en dire, qui essayent de faire des trucs dans leur coin, bah c'est pas adapté au champ de vision en fait. Et le champ de vision il est plus adapté au 16:9, au 2:35, à des trucs du genre, mais en tout cas à des formats portraits quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas un truc où... Et même je trouve que par exemple bah, dans... Putain comment il s'appelle, Les Graines du Figuier Sauvage, bah il y a des moments où il y a des extraits de manifestations qui sont tournés... paysage pardon du coup oui. Oui, il y a des passages qui sont tournés au format portrait, parce que c'est des trucs qui sont tournés depuis un téléphone. Bah ça, il y a ce côté où c'est... comment dire, bah... C'est important que ça soit au format vertical et que ça soit pas genre zoomé dedans ou un truc du genre, pour voir l'espace qu'il y a autour, parce que ça bosse par rapport au vide qu'il y a autour. Donc voilà.
Tu regardes un peu, tu relèves la tête, tu regardes un peu, tu relèves la tête, tu regardes un peu partout sur l'écran. C'est bon, franchement, ça va aller. Bah, ça reste que tu regardes d'une manière différente que quelqu'un qui regarde dans la langue originale parce qu'il la connaît. Parce que les sous-titres, ça reste quelque chose qui est en plus. Moi, il y a ce côté où, bah, par exemple, les films français, ça me viendrait pas à l'idée de les regarder en anglais. Peut-être pour l'expérimentation, pour avoir, tu vois, mais ça me viendrait pas à l'idée de regarder en anglais. Pourtant, je parle très bien anglais, donc j'aurais aucun souci à ça. Maintenant, bah, effectivement, il y a ce côté où c'est, comment dire, où c'est quand même, il y a un choix, c'est VF ou VOST. C'est pas VF ou VO, hein, c'est VF ou VOST. Et c'est quelque chose, quoi. Là, ils maîtrisent la langue, dans Thomas, ils s'en tapent des sous-titres. Ah non, après, il y a quand même ce truc où quand t'as des sous-titres, tu les lis. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc où, moi je me souviens, c'était une anecdote de Mr. Fox, il y avait un débat à un moment organisé à... Je sais plus le nom du truc, mais en tout cas il y a ce truc où il disait qu'à un moment il avait vu un film en Belgique, sous-titré, et les films en Belgique sous-titrés sont en français et en néerlandais, du coup. Il a lu tout en néerlandais. Il a lu tout en français et tout en néerlandais. Parce que, bah, t'es attiré par ça, tu te dis, ok, comment ça se dit ce mot-là? Et du coup, il n'était pas concentré sur le film, forcément. Il a vu en 2 langues. Bon, après, c'est un exemple, voilà, à part, bien sûr. Rien à voir, tout à voir. Tu connais la vieille émission Cinéma Cinéma. Je vois à peu près, c'était un format sur la télé publique, ancienne France Télé. Il voulait faire rejoindre la forme et le fond, c'est-à-dire tenter de la mise en scène et du cinéma pour parler de cinéma, souvent tourné en 16 ou 35 mm, des archives incroyables. Oui, je vois à peu près, je crois. Et de toute façon, c'est comme Histoire du cinéma, où c'était à la fois un essai sur le cinéma et un bouquin, enfin voilà quoi. Bon, je vis à Bruxelles et jamais tu lis les sous-titres en néerlandais, ça n'a pas de sens. Bah, en tout cas, le rapport d'expérience de Mr. Fox, qui quand même, il avait plusieurs fois démontré, mais il regarde 50-50 en VF et en VO, c'est qu'il a regardé les sous-titres quoi. Donc voilà. Je pense que c'est un tout petit sacrifice comparé au fait de perdre absolument totalement le jeu des acteurs. Voilà. Et surtout que tu le perds pas puisqu'il est retranscrit. C'est-à-dire que c'est le job d'un autre acteur que de le retranscrire. Ça pareil, quand tu parles par exemple du théâtre ou des interprétations radiophoniques, bah t'as d'autres jeux qui arrivent et c'est pas grave quoi. L'œuvre telle qu'elle a été pensée par son réalisateur. Certains vont te dire, bah oui, mais moi je parle très bien anglais, donc tout va bien. Et à cela, mais on s'en fout de l'anglais. Qu'est-ce que tu veux nous parler? Il y a personne, il y a aucun cinéphile qui a dit oui, mais moi je parle bien anglais. Parce qu'un vrai cinéphile ne regarde pas de films américains, d'accord? Parce que le vrai cinéphile se respecte, d'accord? C'est vrai. Ça par contre, c'est vrai. C'est bien compris, sauf les films. Tom, mon retour d'expérience qui dit l'inverse. Je ne nie pas ton retour d'expérience, hein, c'est ça le truc, hein. Bien sûr. Tom Cruise, parce que Tom Cruise il est formidable. Mais les autres films américains, il les regarde pas, d'accord? Il va regarder des films qui sont italiens, des films qui sont espagnols. Il va pas regarder Kelly Richard par exemple. Alors que pourtant Kelly Richard, bah, c'est très bon. Je sais qu'il avait mis une très bonne note à Showing Up par exemple. Quand même. Alors après, voilà, c'est son côté humoristique, enfin voilà. Par contre, oui, c'est vrai qu'un vrai cinéphile ne se limite pas au cinéma américain. Justement, il a la curiosité d'aller voir d'autres cinémas, je pense. Des films français, bien évidemment, Cocorico, des films norvégiens, des films... Et du coup, des films français, tu les regardes en VF ou en VO? Suédois, des films danois, mais pas de films américains en anglais. Jamais de films américains. Peut-être des films anglais. Bird. Genre Bird de André Arnold, qui est en anglais, anglais British, non vraiment. Je leur réponds d'une part que c'est un manque d'empathie pour tous les gens qui parlent pas anglais, et d'autre part que face à un film chinois, qu'est-ce qui leur dit que les sous-titres sont plus fidèles à la VO qu'à un potentiel doublage en fait. Moi, pardon, mais les films chinois déjà ils sont pas doublés pour la plupart, hein, c'est que de C'est vrai. la VO, et en plus franchement, je suis désolé, mais quand tu regardes un film américain, tu peux dire à peu près, ok, on a à peu près la même intonation, on est habitué et tout, etc. Mais quand tu regardes un film asiatique, l'intonation c'est plus du tout la même, tu regardes les films chinois, tu regardes les films coréens et tout. Mais du coup, là c'est pas le sujet. Là c'est le sujet, c'est de savoir si c'est le même texte, le même discours. C'est quand même autre chose. C'est-à-dire que si c'est pas le même texte, le même discours, qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas une trahison pour les sous-titres? Parce que rappelle que les sous-titres, moi j'avais interviewé des sous-titreurs pour mon mémoire, des adaptateurs également qui bossaient dans le milieu du doublage, et ils m'avaient dit, bah en fait, dans le doublage, on a des règles de concision qui sont en fait qu'il faut que ça soit aussi long que comment c'est dit, etc. Genre vraiment, bah, tu te bases sur le rythme de la punch originelle. Pourquoi pas. Mais le truc, c'est qu'en sous-titrage également, tu as des contraintes. En sous-titrage, la première contrainte, c'est d'être concis. C'est-à-dire que peu importe la durée de la phrase, il faut que ça soit le plus court possible, sans perdre du coup du sens, sans perdre des choses. Parce que voilà, il y a ce côté où il y a des langues dans lesquelles dire bonjour,
ça se dit en plusieurs mots. Ça se dit pas comme ça. Il y a des langues dans lesquelles dire comment est-ce que tu vas, c'est plus long. Et du coup, bon bah, tu vas traduire ça par ça va ou comment ça va, selon le degré un petit peu peut-être est-ce que c'est du langage soutenu, familier, tout ça. Ça c'est possible. Mais ça là-dessus, bon bah, c'est différent quoi. Et c'est quoi le pire pour la vision de l'auteur, un texte différent ou une intonation différente? Bah oui. C'est ça le truc en fait, c'est le choix qu'on a, hein. Parce que malheureusement on ne parle pas toutes les langues, malheureusement la tour de Babel, on a chacun des langues différentes, et puis voilà quoi. Même niveau jeu, t'as des trucs que tu peux adapter en quelque sorte si seulement ça rendait certains dramas moins chelous en termes d'acteurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça n'a plus rien à voir, tu perds encore plus du jeu Par contre là où je suis d'accord, c'est que bah, le jeu d'acteur coréen, qui est très différent du jeu d'acteur français. Le jeu d'acteur japonais aussi, par exemple. Le jeu d'acteur japonais, où, bah, par exemple, dans l'animation japonaise, bah, ce qu'on note, c'est quand même que ça crie énormément et que c'est très... comment dire... que c'est très... un théâtre kabuki, c'est-à-dire que c'est ultra vénère, alors que nous, on a un jeu bah, qui est théâtral aussi, mais qui est pas le même type de théâtre. Enfin, voilà, il y a ce côté où c'est... c'est quand même quelque chose où c'est ça va ultra vite, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi je trouve, Kaji, d'ailleurs, pour lire ton commentaire, c'est... je sais qu'à un moment, même si c'est un exemple de jeu vidéo, Square a galéré de fou pour trouver des gens pour la localisation entre français et japonais, vu toutes les spécificités de la créature. Mais ça, alors, pour rebondir là-dessus, je trouve que dans le milieu du jeu vidéo, est-ce que le jeu vidéo est un art? Ça, je sais que c'est le grand combat de Anton Goya en ce moment, c'est de ne parler que de ça. Je trouve même qu'il en parle trop, en vrai, la vérité. Mais du coup... enfin voilà, je trouve par contre que les gens qui sont ridicules, bah, c'est les gens qui regardent ni en VF ni en VO, mais en version anglaise. Genre, jouer à des jeux vidéo japonais en version anglaise, typiquement, c'était le cas, alors c'était ridicule, Final Fantasy XVI, ça c'était un cas qui était vraiment... je ne comprends pas, toujours à l'heure actuelle, comment ça s'est passé, parce que bah, tout le monde a joué en version anglaise. Et c'est vraiment un truc où c'est... qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce que les gens se sont dit? Qu'est-ce que les gens ont... Enfin, comment ça s'est passé dans leur tête, en fait? Globalement, là-dedans, c'est vraiment ce truc du... Bah, les gens ont joué en version anglaise. Parce que, en gros, ça leur a un peu retourné le crâne. Ils se sont fait un peu gaslight par tout ce qui est... toute la com de Square Enix qui disait « Non, mais vous pouvez jouer en anglais », parce qu'ils essayer de vendre ça sur le territoire anglophone, hein, bien sûr. Et ils ont dit « Bah, écoutez, c'est... En fait, le truc, c'est que ça a été écrit en japonais, puis... que, en fait, la motion capture a été faite en anglais... » Mais en fait, ça a quand même été écrit en japonais. Et du coup, il y a ce truc où vous jouez en VA et vous jouez en VF. Il y a des différences. Alors qu'entre la VF et la version japonaise, bah, il n'y a pas tant de différence que ça. Et je me souviens qu'il y avait tout un article autour de la version anglaise, japonaise, française de Final Fantasy VII Remake. Et en fait, il y avait vraiment énormément de choses, quoi. Donc bon. Moi, j'entends bien les raisons de pourquoi Anton Goya dit que le jeu vidéo n'est pas un art, mais j'ai l'impression que tous les arguments s'appliquent aussi au cinéma, donc je capte pas. Non, en fait, moi j'entends ces arguments aussi, hein, quand même. J'entends ces arguments. Après, moi, premier degré, sur ce débat-là, je suis en mode je m'en bats les couilles. C'est pas un truc qui m'empêche de dormir la nuit, de savoir si le jeu vidéo c'est un art, hein, bien sûr. Je peux comprendre à part pour les jeux Nier où la version anglaise est dingue. Bien sûr, mais après, là je parle de cas où la version française est disponible. Enfin voilà quoi. On se souvient de la VA de Zelda dans Breath of the Wild, oui, qui est catastrophique, hein, vraiment. Enfin bref. Donc bon. Parce que là, le doubleur ne peut même pas tenter de reproduire réellement en fait l'intonation originale. Il est obligé de trahir totalement. Vous imaginez, vous, regarder un film de Hong Sang-soo en VF? Non mais je veux dire, il y a des gens, ils réfléchissent. Bien sûr. Après, moi, c'est ma take aussi, hein, c'est que je trouve que les films, plus vraiment d'auteur, où il y a un gros travail, etc., sur le jeu, notamment, sur le rythme du jeu, tout ça... Oui, bah faut les regarder en VO. Par contre, après, enfin, moi je pense aussi à Jazenko. J'ai regardé Les Feux Sauvages là au début d'année. En fait, ça parle pas tant que ça. Hein. Donc finalement, pour les quelques répliques qu'il y a dedans, pourquoi pas. Pareil pour Black Dog. Bah, Black Dog, c'est quand même un film où le protagoniste est quasiment muet. Pourtant, bah, du coup, si tu le regardes en VF ou en VO, tu peux juger de son jeu d'acteur. Hein. Vu qu'il est quasiment muet, il doit dire une phrase ou deux dans le film. Pas de problème, quoi. Donc bon, cela dit, le japonais est pas trop un problème pour les Français vu le nombre de locuteurs japonais qu'on a. Ce qui en revanche est dur, c'est de trouver des spécialistes dans un domaine très précis. Ça, bien sûr.
un peu avant de raconter des bêtises comme ça. En fait, il y a un truc qui est assez galère, c'est que l'argument de base, quand les gens regardent comme ils veulent, tant que tout est disponible, même ça c'est trop pour certains. Il faut pas que la VF existe, tu vois, c'est ça l'argument. La VF ne doit pas exister, c'est un saccage, c'est un sacrilège. Oui, la VF ne doit pas exister. Ou alors tu doubles juste les films d'animation pour les enfants de moins de 6 ans. Ah, le mépris pour les films d'animation, ça on connaît. Voilà. Et tu interdis l'entrée des adultes dans la salle. Hein, ça leur fera du bien. Les enfants formeront une communauté autonome. Il y a une feeling en mode, il y a une bonne manière de regarder un film, il y a un côté... Bon, non, il y a une manière de regarder un film qui préserve le jeu des acteurs et il y a une manière qui le salope totalement. Hein, voilà, c'est la différence entre les deux. Hein, voilà. Ça, à la limite, c'est vrai. Ça, à la limite, je suis en mode, bah en fait, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'il y a une manière qui modifie le jeu des acteurs. Oui, c'est de regarder en VF. Par contre, bah il y a plein d'autres manières, en fait, Encore une fois, c'est un choix. C'est-à-dire que moi, je trouve que le truc, en vrai, qui est un peu CSC, c'est qu'ils disent, bah je le regarde chez moi, plutôt que de le regarder au cinéma en VF. Mais du coup je suis en mode, bah du coup tu l'as pas regardé au cinéma. Le film il est fait pour être vu au cinéma, à la base. Surtout, bah je sais pas si c'est des rétrospectives, des trucs du genre. Le film il est fait pour être vu au cinéma. Donc pourquoi tu le regardes chez toi? C'est quand même ce problème là quoi. Donc bon, dans le cinéma des années 50 à 70, les acteurs jouaient en yaourt ou dans leur langue d'origine puis étaient redoublés par les mêmes acteurs ou pas dans la même langue. Ou pas si le film était distribué ailleurs. De fait, il n'y a pas de version originale, chaque version est doublée. Il dit quoi là-dessus? 8,5 c'est pas du cinéma? Bah oui, bah bien sûr, parce que... Et aujourd'hui d'ailleurs, en 2025, tous les films ont au moins, en partie, du redoublage. En version originale. Parce que, bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que... On le développait d'ailleurs avec Mr. Fox, c'est qu'en gros, t'as ce truc où, si une prise son est loupée, on se dira, oh c'est pas grave. Parce qu'on peut en fait refaire du son. En fait, c'est possible. Enfin, le refaire du son, c'est tout à fait possible. Par contre, refaire un truc à l'image qui est précis, etc. Ah bah c'est chiant quoi. Donc du coup, bah si une prise est bonne, mais que le sondier il dit ah par contre on n'entend pas très bien l'acteur, on va se dire je m'en bats les couilles. Genre voilà. Et il y a d'ailleurs toute une interview de Vincent Cassel qui parle de ça, qui est vraiment, enfin, comment dire, qui dit que en gros, il sait. Alors attendez, je peux même vous la montrer cette vidéo là. Tac. Vincent Cassel, Allociné, 5 acteurs. Voilà. Tac. Est-ce qu'il y a... Attends, elle a été publiée cette vidéo ou pas? Non. Allociné, 5 acteurs doublage. Normalement, elle a été publiée. Ah. Je trouve que c'est une excellente vidéo. On peut la regarder ensemble. Mais... je trouve déjà le mec qui fait la voix, il est très très fort. Saviez-vous que Jonathan Cohen a été la voix française de Brad Pitt? C'était la première fois que je faisais un truc pour Allociné. Et, et du coup, bon bah... là-dessus, je trouve que... du coup, Vincent Cassel, il dit un truc à un moment, je crois que c'est là. C'est Urso Cool, j'espère que ça va bien. Pour deux bonnes raisons. Comme il le dit lui-même, c'était avant tout pour arrondir ses fins de mois, mais aussi pour améliorer sa technique vocale. J'ai toujours fait du doublage en fait, moi ça a toujours été un truc, mon père en faisait déjà, et ça a toujours été un moyen en fait de faire rentrer de la thune quand on n'avait pas de boulot en tant qu'acteur devant une caméra. Donc j'en faisais, non pas tant pour doubler les autres, mais je savais qu'à un moment donné il fallait que je me double moi. L'acteur a donc commencé par des voix... Voilà. En fait, je me double moi. Pardon. Mais c'est vrai, un an, pardon, Urso Cool, j'avais pas remarqué. Bah bravo, hein, bravo un an. Mais globalement, enfin, ouais, il y a ce côté où en fait, à chaque fois dans les films, même les petits films, hein, bah il y a une session redoublage qui peut durer une journée, 2 jours, 3 jours, un truc du genre, où en fait tu redoubles des aspects du film, ou bah soit par exemple pour les films du néoréalisme italien, les films du néoréalisme italien, c'est parce qu'ils avaient même pas de moyens d'avoir des micros, hein. Donc voilà. Mais pour les films, bah par exemple un peu plus tard où ils avaient des moyens d'avoir des micros, bah en fait le truc c'est que bah c'est chez Sergio Leone par exemple. En fait, ça blastait à fond du Ennio Morricone dans les oreilles des acteurs, et ça disait bon bah jouez, au moins vous serez dans l'ambiance. Et bah du coup bah forcément tu peux pas entendre la sonorité des acteurs quoi. Genre vraiment c'est impossible. Mais voilà, bref, c'est très bonne vidéo, très bonne vidéo. Tout Bresson est redoublé en français en post-synchro, bah bien sûr, mais parce que Bresson aussi il a cette vision là. Moi je me souviens dans le note sur le cinématographe, il en parlait, d'ailleurs il parlait du doublage, il disait c'est de la merde et tout, je me disais bah, CSC. Mais Bresson il y avait un côté où il disait en fait c'est un tandem, moi de ce que j'ai compris, de ce dont je me souviens, c'est que c'est un tandem entre la vidéo et l'audio, c'est à dire qu'il peut pas se passer en même temps un truc à la vidéo et à l'audio. Il faut que soit il se passe un truc à la vidéo, soit il se passe un truc à l'audio, et donc il faut qu'il alterne un petit peu entre les deux.
Et ça, c'est sa vision du cinéma, et moi, je comprends, et je trouve que c'est très très bien dans... moi, c'est Un condamné à mort s'est échappé, notamment de pression que j'ai vu. J'en ai pas vu... Je me demande si j'en ai vu d'autres. Je sais plus exactement. Mais quand même, voilà, t'as ce côté où c'est sa vision du cinéma, et du coup, bon, bah, dans sa vision du cinéma, le fait de faire du redoublage à posteriori, ça fonctionne aussi, quoi. Donc bon. Surtout que les productions italiennes de l'époque, les acteurs venaient du monde entier, donc obligés de post-synchro. Bah bien sûr. Bien sûr. Après, c'était son côté contrôle fric où l'addiction devait être atonale. Oui, c'est vrai. En tout cas, voilà, il y a cette vision-là du cinéma qu'il a de son côté. C'est pas non plus... Enfin, voilà, à chaque fois, en fait, il y a des visions du cinéma qui sont concordants avec le fait que... comment dire, il y avait ce côté où il y a des gens qui sont cinéastes qui aiment le doublage, des gens qui sont cinéastes qui n'aiment pas le doublage et qui trouvent que c'est une hérédité, que c'est vraiment un truc de sorcellerie qu'il faudrait bannir de ce monde, etc. Il y en a qui sont en mode moi je m'en fous, il y en a qui sont en mode bah moi je préfère regarder mes propres films en VF, ou quand c'est des gens qui sont allés à l'international, tout ça. Voilà quoi. Et il y a des gens qui sont fans de ça, enfin voilà. C'est pour ça que pour moi c'est pas un sujet qui est radicalement à bannir quoi. Donc bon, surtout que les productions italiennes de l'époque, les acteurs venaient du monde entier, donc obligés de post-synchro, bah bien sûr. Et c'est d'ailleurs jamais, enfin moi je pense aussi à, comment ça s'appelle, c'est les Demoiselles de Rochefort, les Parapluies de Cherbourg je crois, où il y a un acteur américain dedans, bah du coup qui est redoublé forcément. Forcément, c'est pas lui qui joue. Donc voilà. Laissez les gens faire du doublage, déjà laissez les gens faire du doublage, c'est sûr, hein, soutien aux travailleurs du doublage, évidemment. Mais laissez aussi les gens regarder des films doublés s'ils ont envie de regarder des films doublés, ça c'est sûr. Bien évidemment. Donc voilà. Voilà. En tout cas, petite réponse à Gene Kelly, mais c'est lui qui parle. Ah, je sais plus exactement. Je crois que tout est redoublé de toute façon dans Les Demoiselles de Rochefort. Il me semble. Pendant la prise, il parlait en yaourt pour être redoublé ensuite. Bah voilà. Le vrai problème, c'est l'accessibilité. J'ai habité à Lyon, full VO. Je suis retourné en campagne, plus de VO. Bah oui, en fait, pour moi, le vrai problème, c'est il faut laisser le choix aux gens. Et actuellement, c'est impossible de laisser le choix aux gens. Et il faut dire des trucs comme ça, en mode, bon, bah, soit tu regardes en VO, soit tu regardes en VF, et puis voilà. La réponse était si gentille. Bah, en même temps, parce que moi, je le comprends dans sa take, full pro VO, etc. Enfin, voilà, moi, je comprends. Et même les anti-VF, je comprends. Moi, je vais vous dire un truc, c'est que même, je trouve, les plus débiles, c'est les radicalement anti-VO qui existent. Vraiment, qui sont en mode, non, moi, je regarde jamais en VO, parce que machin, tout ça. Je préfère les anti-VF. Clairement, je suis en mode, bah au moins, eux, ils ont un peu quelques vraies raisons par moment, et je comprends à peu près. Donc voilà, quoi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des commentaires, putain, mais... Il a percé sur moi. Et j'ai pas de thune. Genre vraiment, j'ai pas de thune là-dedans. C'est vraiment, il a percé sur ma gueule, sur la gueule à Fox et à Brivan. C'est une folie. 32 000 vues. Oh. Bon, j'espère que ça va faire plus de mon côté. Enfin, je pense, voilà. Dans tous les cas, c'est dead, VF ou VOST, FR, l'œuvre a été conçue pour être comprise directement, pas par le biais de sous-titres. Bah oui, moi je suis d'accord avec ça, quoi. As-tu déjà exercé le métier de caissier dans un Monoprix? Qu'est-ce que ça va foutre là-dedans? Il y a des purs anti-VO, ouais, ça existe. C'est les radicaux, hein, bien sûr. Mais voilà, quoi. Et je sais qu'il y a Régis le Gorilla qui était là-dedans. Et les gens disent que j'abuse avec la VF, même si j'ai pris une balle perdue. Vraiment, hein. Moi j'ai fait mon petit commentaire aussi. Je suis l'homme le plus heureux du monde. De la Terre, je m'excuserai pas, t'es le meilleur des trois de loin, même si merci de relever le niveau. Bah c'est un peu, moi c'est un peu vrai, hein, c'est un peu vrai en mode, bah au moins il relève un peu le niveau par rapport à d'autres, quoi. Donc bon. Objectif, premier antagoniste de TikTok après l'arc médecin, le jeu vidéo, voir si l'arc doublage. C'est pour ça, peut-être c'est un vrai arc, là actuellement, c'est possible. Donc pourquoi pas, quoi. Les gens en enragé 4 personnes. C'est vrai. C'est vrai. Merci pour le follow. Mais en tout cas voilà, bon bah écoutez, moi je vois qu'il y a des gens voilà qui putain, il y en a qui commentent, hein. Eh ben enfin c'est marrant, quoi. Ah c'est marrant, putain, il a vraiment ah ça débat, hein. Ça débat, hein. Ça c'est sûr, hein. C'est sûr que GTO en VF, c'est vraiment pas une bonne élève. Enfin moi ça me fume, c'est pour ça que moi je suis pas en mode à citer des exemples très précis, etc. Je suis en mode à la limite des mouvements comme le néo-réalisme italien et tout, globalement beaucoup de ce qu'a fait l'Italie. Bah en fait oui effectivement c'est des exemples très précis, très clairs. Ça là-dessus il y a plein de trucs à en dire, c'est sûr. Mais bon bref en tout cas c'était ma réponse à Antoine Goya. merci pour ça. Et voilà, moi je suis passé dans une vidéo d'Antoine Goya, je suis content. Ouais. En vrai, je suis content, premier